Pour moi, c'est un grand honneur d'animer cette première partie de cette journée, donc, qui est la journée mémorielle qui est dédiée à Jean-Yves. La journée d'hier, on l'a vu, elle était beaucoup plus scientifique. Elle marquait les 40 ans d'avancées scientifiques et technologiques autour des boîtes quantiques et épitaxiées. Et ça nous a permis de retracer également les contributions significatives majeures de Jean-Yves dans ce domaine-là, entre autres, lui qui a été un des pionniers de cette épopée. Cette journée-là, telle qu'elle a été programmée par les organisateurs, se veut en fait en présence de la famille de Jean-Yves, que je remercie d'être là. Et j'espère également que elle vous donnera aussi des images peut-être de Jean-Yves que vous ne connaissez pas vraiment, donc au niveau des témoignages qui vont être faits par celles et ceux qui l'ont côtoyé dans le cadre de sa vie professionnelle tout au long de sa carrière. Et je tiens également à remercier les tutelles qui sont présentes. Vous avez des agendas très remplis, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici concernant justement cette journée en la mémoire de Jean-Yves. Je vais peut-être commencer sur des choses qui me concernent un peu, donc ça va être un petit peu un mélange des, des choses que j'ai partagées avec Jean-Yves. Je l'ai connu en fait à la fin des années 90, mais pas autour des boîtes quantiques. Je dis ça parce que moi aussi je travaillais sur les boîtes quantiques à l'époque, mais c'était des boîtes verticales, donc qui étaient réalisées sur des structures semi-conductrices à double barrière de potentiel, qui étaient élaborées notamment par François Laruelle, qui était au L2M à l'époque. Donc, je regardais plutôt les propriétés de transport. En fait, la rencontre avec Jean-Yves a été faite quand il a pris la direction du L2M à Bagneux, unité propre, hein, je rappelle, du CNRS, et qui a fusionné quelques années plus tard avec une partie du département, ça on l'a vu dans l'historique d'hier, de CDP du CNET, en 2001 pour former le LPN, dont il a pris la direction. Et donc, simplement pour souligner que c'était déjà une histoire de fusion et de transfert sur un nouveau site, celui de Marcoussis à l'époque, quelques mois après la création du LPN. Donc ça rappelle peut-être des choses au niveau du C2N, qui marquent la progression de Jean-Yves ainsi que celle d'un certain nombre de personnes ici présentes dans l'histoire qui est la nôtre, hein, celle du C2N. Ce que je me souviens, c'est que ce sont des années fécondes, pleines de dynamisme, pendant lesquelles Jean-Yves a porté et fortement amplifié un modèle qui avait été initié par Huguette Lenoir, donc Huguette Lenoir, fondatrice du L2M à Bagneux, laboratoire qu'elle a dirigé plus que 12 ans. Je n'ai plus en tête vraiment le nombre d'années. Et un modèle qui a été une des forces de nos laboratoires d'origine et maintenant du C2N, et c'est-à-dire le partage des moyens lourds en y facilitant l'accès en interne, mais également par la communauté scientifique, académique et industrielle avec qui nous collaborons, tout en adaptant, ça, c'est l'histoire du C2N, au modèle économique qui va avec et qui n'a cessé d'évoluer pour s'adapter au contexte et à la taille du laboratoire. Jean-Yves avait déjà commencé à faire des choses au fur et à mesure qu'on évoluait dans l'histoire. Et le modèle, il repose grandement sur la figure des chercheuses et des chercheurs, technologues. Nous l'avons vu hier, hein, à plusieurs occasions pendant les exposés scientifiques qui ont été faits, mais également à la remise des distinctions. Donc, vous avez bien vu que les deux personnes qui ont été insignées de ces distinctions hier, c'est vraiment dans le modèle chercheur-technologue, fortement investi aussi dans les aspects technologiques. Et c'est une valeur et une marque de fabrique forte du C2N. Et pour revenir aux origines en fait des actions de Jean-Yves, quand il a pris la direction au moment où j'ai commencé à le côtoyer, ce sont, je rappelle simplement, les années de naissance des programmes RTB au niveau du ministère, les réseaux technologiques de base, hein, avec des grands soutiens pour remettre en fait le potentiel des nanotechnologies françaises à un niveau qui puisse être un niveau international et qui ont permis en fait et également la coordination et le soutien des grandes centrales du réseau en créant et en pilotant par le CNRS le réseau Renatec, réseau qui n'a pas cessé de grandir. Maintenant, il a intégré dans les centrales qu'on appelle maintenant régionales pour former le Renatec Plus. Donc, fortement mobilisé dans cette structuration et dans cette organisation au niveau national. Personnellement, je peux témoigner, on l'a entendu hier un petit peu dans les interventions des uns et des autres, de la pugnacité, de la persévérance et de la force de persuasion que Jean-Yves a toujours déployée. Alors, dans les choses qui me concernent pour les programmes RTB de réseau Renatec, pour qu'ils voient le jour, ils sont maintenus au plus haut niveau. J'étais à l'époque en fait chargé, je parle vraiment aux origines par Jean-Yves, j'étais le responsable scientifique de la centrale du LPN, on avait déménagé donc sur le nouveau site. Et c'est à cette occasion, à certaines occasions, je l'ai accompagné à des réunions au CNRS au ministère et je peux vous dire que je voyais bien la force d'argumentaire et la force de soutien qu'il pouvait avoir pour défendre ces choses-là. Donc je pense que le soutien indéfectible est le credo dans la valeur ajoutée de ce réseau.
A bien sûr continué tout au long de ses actions et également quand il a pris la direction de l'N6, hein, donc ça on l'a vu au niveau du CNRS, le soutien qu'il a apporté et le fait que ce réseau puisse grossir avec la force qu'il a maintenant. Sans vouloir faire une relation exhaustive des interactions qu'on a eues tout le long de ces années avec Jean-Yves, où on avait travaillé ensemble, je voudrais tout simplement en fait revenir sur le citer sur le dossier qui a été, la construction a été longue, pleine d'imprévus, de revirements et qui a abouti à la création du C2N. Le projet de fusion de des deux unités génératrices avec l'élaboration d'un projet scientifique qui a pris du temps, commun et ambitieux, jusqu'au portage du dossier immobilier complexe qui a permis la construction du bâtiment et où nous en sommes aujourd'hui. À l'époque, donc il était toujours directeur du LPN, Jean-Yves avait été nommé porteur du projet immobilier par le CNRS et l'université, épaulé par Jean-Michel Lourtios en un premier temps et Claude Chaper ensuite, donc les deux directeurs de l'IEF, de l'autre unité. Et moi, j'étais du côté, là, j'étais passé de l'autre côté, j'étais DAS, en fait, à l'INP à l'époque, et j'étais en charge du suivi et la coordination pour le CNRS, en fait, de ce projet. Et donc, la coordination, par exemple, des réunions institutionnelles dans le cadre de comités de pilotage avec les parties prenantes, l'Université Paris-Sud, devenue Paris-Saclay, le CEA, notamment, ou encore la maîtrise d'ouvrage qui était au niveau de la DR5, au niveau du CNRS. Et là, on retrouve encore Jean-Yves dans sa façon habituelle de travailler. Donc, j'étais en contact régulier avec lui, notamment dans la préparation de ces réunions de comité de pilotage bien en amont pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et également pour discuter des décisions à prendre sur des éléments de stratégie vis-à-vis de nos partenaires. Et ce que j'ai toujours apprécié, ça a été une constante en fait dans les rapports que j'ai pu avoir moi personnellement avec Jean-Yves, c'est malgré la fermeté de certains propos qu'on lui connaît, hein, donc dans des discussions, il a toujours respecté le rôle et la mission de chacun, des interlocuteurs et des acteurs des choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à lui mettre vraiment à souligner, quoi. Et ça, on le retrouve, je l'ai retrouvé encore plus fortement quand Jean-Yves a pris la direction d'INSIS, parce que c'est à ce moment-là, il ne pouvait plus porter le projet du C2N, et donc le CNRS, sous l'impulsion de Jean-Yves et de l'INP à l'époque, donc des deux directeurs d'institut, m'a chargé de prendre le relais de Jean-Yves sur ce portage. Et j'ai bien sûr trouvé un Jean-Yves qui était totalement disponible pour me donner tous les éléments de dossier qu'il connaissait bien mieux que moi sur le terrain, hein, les choses du terrain, et m'épauler pour la prise complète du rôle qu'il avait eu. Et comme je le disais, rôle et mission ayant changé, les relations et les postures ont toujours été très claires entre nous, même sur des éléments qu'on pouvait avoir de désaccord. Alors je parle d'autres choses qui sont plutôt dans les relations sur d'autres dossiers entre l'INP et l'INSIS, sur les discussions qu'il pouvait y avoir sur d'autres sujets. Donc je ne vais pas faire très long, je voudrais conclure en fait avec des notes beaucoup plus personnelles en fait de mes interactions avec Jean-Yves et plus précisément sur des événements qui ont été importants, des moments clés, difficiles de ma carrière professionnelle, donc vraiment personnelle, de moments de choix difficiles qui me sont présentés. Et à ma demande, Jean-Yves a toujours été présent, non seulement pour échanger sur ces sujets, mais également pour m'aider à prendre la décision, prise de décision, et m'inciter à y aller. Donc le premier moment fort pour moi était quand le directeur de l'INP de l'époque, qui était Bertrand Girard, m'a proposé de prendre le poste de DAS, matière condensée nanosciences de l'INP. J'étais alors chargé de mission à l'INP pour les nanosciences et ayant travaillé étroitement avec la DAS qui était en charge de ce portefeuille, donc au terme du CNRS, j'étais conscient de la charge de travail que cela comportait, d'autant plus que la charge de ce portefeuille, hein, donc au niveau de l'INP, comportait tous les laboratoires qui étaient rattachés à deux des quatre sections de l'INP, plus un tiers de la section commune avec la chimie. Donc vous voyez quand même l'ampleur aussi du travail et du sujet. Et je dois avouer que le choix a été très difficile pour moi. J'étais en effet, à cette époque-là, acteur sur beaucoup de projets collaboratifs scientifiques au C2N, avec une très forte activité consommatrice de temps dans mes activités de chercheur-technologue, et dont une bonne partie était en plein essor, comme celle autour du transport mésoscopique de spin, qui alors, il était tout à fait naissant, c'est ce sujet-là. Donc je savais pertinemment, c'était ça la difficulté de mon choix, que accepter le poste de DAS impliquerait un changement radical professionnellement, qui m'obligerait à terme à la mise en sourdine des activités de recherche pour me dédier entièrement au pilotage de l'administration de la recherche. Et là, c'est vraiment, je me souviens parce que c'était un matin au niveau du LPN, Jean-Yves était au LPN, où on a commencé à discuter, donc ça a été un échange vraiment très long avec lui, et c'est grâce à ses encouragements et son soutien dans le choix final, bien sûr que j'avais une appétence pour pouvoir y aller, que j'ai fini par accepter la proposition de l'INP, et là, en donnant vraiment un tournant significatif à mon activité professionnelle, que d'ailleurs je n'ai jamais regretté, hein. Et le deuxième moment très important, là également pour moi, dans la progression de mon parcours professionnel,
Ça a été lors du moment de candidater pour être le porteur du projet de fusion des unités génératrices du C2N, de sa création en juin 2016 et de sa direction ensuite. Comme je le disais, j'étais donc alors en charge du portage du projet immobilier et de sa finalisation pour le CNRS et l'université. L'échéance de la création de la nouvelle unité s'approchait, tout en discutant avec mon directeur d'institut, à l'époque c'était Jean-François Pinton, l'idée de pouvoir poursuivre cette aventure, de pouvoir revenir sur le terrain avec une direction de laboratoire devenait de plus en plus précise pour moi. Néanmoins, je suis quand même allé discuter avec Jean-Yves, entre autres pour savoir s'il n'y avait pas des engagements de sa part, notamment avec d'autres acteurs très importants du portage de ce dossier. Et c'est suite à son assurance que cela n'était pas le cas et que tout était ouvert pour une future direction de cette nouvelle unité. Il était encore une fois très encourageant et soutenant pour que je poursuive dans mon élan en toute tranquillité d'esprit. C'est vraiment des qualités dans les échanges avec Jean-Yves que je tiens à souligner parce que c'était vraiment très important. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ce matin. Jean-Yves a toujours été porteur à un moment, grand défenseur ensuite du modèle C2N gagnant qui se doit pour perdurer. Ça nous concerne plus dans l'histoire du laboratoire. Et Jean-Yves est également un grand défenseur du CNRS, c'est bel organisme, comme l'a exprimé hier soir Aristide, et dont je suis personnellement particulièrement fier, comme beaucoup d'entre vous, d'appartenir. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Antoine Petit, PDG du CNRS. Merci beaucoup, cher Nakita, chers tous, chères toutes. Je peux vous dire que c'est un plaisir d'être là, parce que ça veut dire qu'on parle de Jean-Yves au passé, mais quand même, c'est un plaisir. Et tout à l'heure, Jean-Carlo parlait de priorité, mais quoi de plus prioritaire que de rendre hommage à Jean-Yves? Je sais pas. Jean-Yves, moi, je l'ai connu. Si je commence à être ému dès le début, je suis mal barré. Jean-Yves, je l'ai connu en 2004, quand j'étais directeur du département STIC du CNRS et qui dirigeait le LPN. Après, ensemble, on a vécu du gros temps au moment de la réforme de la Rotureau. Puis après, je l'ai retrouvé, Jean-Yves, quand je suis arrivé à la tête du CNRS et qui dirigeait l'INSIS. Et c'est sûrement, vous savez que c'est un grand scientifique, Jean-Yves, c'est un grand manager de la recherche. Mais moi, le souvenir que j'ai de Jean-Yves, c'est que c'est un mec bien. Alors, ça veut rien dire, sauf que si, ça veut dire quelque chose. C'est un mec bien. C'était quelqu'un qui était sympathique. C'est quelqu'un qui avait toujours un petit sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui fumait trop. Euh, mais voilà, c'est ça que je retiens de Jean-Yves. Donc, je vais vous retracer sa carrière parce que c'est aussi pour ça que je suis là, bien sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un avec lequel on avait, enfin, moi, j'ai toujours eu plaisir à travailler, plaisir à échanger. Quelqu'un qui était respectueux, je crois, de tout le monde. Euh, je n'ai jamais vu Jean-Yves s'énerver, alors peut-être que j'imagine qu'il s'énervait aussi à la maison. Il n'y a pas de raison. On va pas dire qu'il était parfait, hein, faut pas exagérer. Mais en tout cas, dans la sphère professionnelle, c'est quelqu'un qui avait toujours ce côté pondéré, avec lequel on pouvait discuter de tous les sujets, avec lequel on pouvait ne pas être d'accord, qui savait écouter. Et voilà, moi c'est ça que je retiens de Jean-Yves. Et bien sûr, sa disparition nous a tous beaucoup marqués. C'est arrivé beaucoup trop rapidement. Il y a encore plein de choses qu'on faisait ensemble, même s'il était retraité. C'est une notion un peu vague, la retraite, je crois, chez Jean-Yves. Mais on continuait à travailler ensemble à Singapour. J'y reviendrai. Voilà, donc je suis encore une fois, merci de cette invitation. Mais je crois que voilà, salut Jean-Yves. Bon alors, euh, je vais faire un discours plus officiel maintenant, qui va vous retracer un peu les grandes lignes du parcours de Jean-Yves, mais dans lequel on va retrouver un certain nombre de trucs qui ont été dits par Jean-Carlo, ou un point que j'ai déjà abordé rapidement. Donc Jean-Yves, il a commencé sa carrière entre 90 et 96 au CNET. Alors évidemment, pour les plus jeunes d'entre vous, il n'y a pas tant de jeunes ici, hein. Mais ce qui est pas normal, ce qui est pas normal. Pour les plus jeunes d'entre vous, le CNET, ça vous dit pas grand-chose, mais c'était quand même le grand centre d'études des télécoms de l'époque qui dépendait de France. Alors on disait pas France Télécom à l'époque, on disait quoi? On disait si France Télécom, les PTT. Voilà, c'est ça. Ouais.
Non, non, mon papa bossait au CNET, donc je devrais savoir ça. Les PTT, c'est ça. Donc, il était là-bas chercheur, responsable d'équipe, et il a été recruté au CNRS en octobre 96 par Catherine Brechignac, qui à l'époque dirigeait le département SPM, donc sciences physiques et mathématiques. C'est un temps où Thierry contrôlait les mathématiques aussi. Euh, non, si, mais Catherine Brechignac lui avait demandé de prendre la direction du laboratoire de microstructure et de microélectronique, le L2M. Et ensuite, comme vous le savez, ça a déjà été dit, Jean-Yves a fait toute sa carrière au CNRS, à la fois dans ses fonctions de chercheur, de directeur de labo et de manager de la recherche. Donc, je l'ai dit, il a d'abord dirigé ce laboratoire-là. C'était à l'époque une IPR qui hébergeait la toute première centrale de micro-nanotechnologie du CNRS et qui était localisée sur le site de Bagneux du CNET, ce qui est devenu, on vient de le dire, après France Télécom R&D. Et ensuite, la privatisation de France Télécom s'est traduite par un désengagement des activités de recherche. Et donc, il a fallu pour le CNRS mener une réflexion qui a conduit en 97 à la création d'un nouveau laboratoire, le laboratoire de photonique et nanostructure, le LPN, qui fusionnait les forces du CNET avec le L2M. Et cette nouvelle unité donc a été implantée, on le sait, sur le site de recherche de Alcatel à Marcoussis. Et c'est là que Jean-Yves a contribué à la constitution du LPN avec déjà, et ça c'est une des caractéristiques de Jean-Yves, c'est que Jean-Yves il s'occupait de tout, mais non pas, pas dans le mauvais sens du terme, qu'il n'était pas capable de déléguer, mais qu'il était capable de s'intéresser, y compris aux aspects immobiliers, aux aspects scientifiques, aux aspects humains. Et déjà, donc dès tout petit, si je peux dire, c'est ce il a commencé à faire. Avec notamment, entre autres, donc un aspect humain, je l'évoquais, mais aussi un aspect technologique avec la construction de 1000 mètres carrés de salle blanche, ce qui à l'époque était pas négligeable. Et puis aussi le déménagement, parce que c'est la vraie vie. Et donc, il a dirigé le LPN de sa création en 2001 jusqu'en 2011. Et c'est donc là, à ce moment-là, que j'ai eu le plaisir de le connaître. Il a, durant cette période de 10 ans, les effectifs du LPN ont presque doublé. Et le laboratoire était à l'époque déjà, Carlo, le, le laboratoire qui avait la plus grosse subvention du département SPM pour les départements STIC et à l'époque ST2I, parce que vous savez on adore les acronymes au CNRS, donc on change d'acronyme tout le temps. Mais il y a quand même un certain nombre de constances, c'est-à-dire les gros laboratoires restent les gros laboratoires, il y a une constance dans ces laboratoires-là. Donc, en parallèle à cette activité de direction d'unité, qui était tout à fait pionnière dans le domaine des nanotechnologies, Jean-Yves a été impliqué sur le plan national, sur la structuration de ce champ d'activité, notamment avec la direction du PIR Nano, du CNRS, mais aussi via le comité de coordination du programme national Nano qui associait le ministère, le CNRS et déjà le CEA. La mise en place du fameux réseau RTB, Recherche technologique de base, et des CNANO, vice-président du A3N, comité stratégique nano de l'ANR, présidence du comité d'évaluation du programme Blanc Nano, montage du RTRA, alors c'est que les réseaux thématiques de recherche avancée, c'est ça? Hein Triangle de la physique, qui, représentant de la France au comité de domaine MPNS. Alors là, hein, du COS, je me dis qu'on aimait les acronymes. Montage Jabex Nano-Saclay, etc. Et ça, c'était Jean-Yves. C'est une capacité non pas se dédoubler, mais à se multiplier. Toujours, et ça, je crois que c'était une constance dans sa carrière, toujours au bénéfice de la communauté. Et ça, je crois que c'était tout à fait remarquable. Et puis, ensuite, c'est l'aventure qui va conduire finalement au fait qu'on se retrouve ici au C2N avec ce rapprochement qui était quand même tout sauf évident en 2004 entre l'IEF, n'est-ce pas Jean-Michel, et je l'ai lu Jean-Michel, non, il est là Jean-Michel. Donc le rapprochement entre l'IEF et le LPN, à l'époque ils étaient copains, mais voilà. C'était comment dire, une rivalité virile mais correcte, c'est ça? Euh, non, non, on ne peut pas refaire l'histoire, ils vont pas raconter c'est pas une évidence absolue de rapprocher ces deux laboratoires-là. Et je pense que là encore, le rôle de Jean-Yves, il a absolument été clé, c'est-à-dire qu'il a su convaincre que c'était d'un point de vue scientifique la bonne option.
même si chacun était attaché, bien sûr, à son laboratoire, et c'est naturel. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la démonstration que c'était un choix qui était le bon. Il a su convaincre tout le monde, les universités impliquées, et notamment, comme toujours, hein, parce qu'il a su définir un projet scientifique tout à fait remarquable. Ça a pris du temps. Le premier projet scientifique a été défini en février 2029. Ensuite, il a fallu le chiffrer. Donc, première proclamation en 2010. L'inscrire aussi, bien sûr, parce que le coût n'était pas négligeable dans les nouveaux outils d'investissement d'avenir qu'étaient le LABEX Nano-Saclay, le plan Nano-Innov, un financement quand même de pas loin de 100 millions d'euros. Ça commence à être tout à fait significatif. Et il a fallu échanger, bien sûr, avec tous les partenaires. Je parlais de l'université, bien sûr, mais il y avait aussi le CEA, il y avait aussi l'ONERA, il y avait aussi l'école polytechnique. Et on peut vraiment dire que Jean-Yves a porté ce projet depuis sa genèse, avec la direction de l'IEF, bien sûr. Il a monté les différentes instances de pilotage, comité de pilotage, comité scientifique, cellule projet, pour représenter le CNRS auprès de tous les décideurs. Et vous savez bien que dans notre pays, il y en a beaucoup des décideurs où il y a beaucoup de gens qui décident pas, mais ça c'est autre chose. À l'époque, c'est pas comme ça, bien sûr. Si, c'était pareil déjà. Donc il fallait convaincre l'ensemble des décideurs, et il y en avait beaucoup, les cabinets des ministères successifs. Déjà à l'époque, c'est successif. Moi, la succession était moins rapide que maintenant, quand même. Mais des ministères successifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, commissariat général à l'investissement, établissement public de Paris-Saclay, collectivité territoriale, et tout ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Jean-Yves a joué un rôle absolument clé. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je crois que ça, il faut vraiment aussi lui rendre hommage. Mais au fond, comment ça a été possible? Ben, je crois grâce à toutes les qualités humaines que j'évoquais au début de mon discours. C'est-à-dire que, bien sûr, il fallait avoir une vision scientifique. Ça, Jean-Yves l'avait. Mais on sait bien qu'avoir une vision scientifique, ça suffit pas. Il faut être capable de la faire partager. Il faut être capable d'amener les gens avec soi. Il faut être capable de les convaincre. Et c'est tout ça que Jean-Yves avait le don de savoir faire mieux que la plupart de la plupart. Et donc, c'est comme ça qu'officiellement est né le C2N le 1er juin 2016, installé ici, au cœur du campus Paris-Saclay, avec les domaines que vous connaissez mieux que moi. Je vais donc pas vous les lister ici. En parallèle à tout ça, Jean-Yves, il a participé à la vie de l'établissement CNRS, hein, donc, auquel je crois il était particulièrement attaché. Il a été nommé le 17 février 2013 directeur de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes, l'INSIS. Et comme je disais tout à l'heure, c'était pas en fait la première fois qu'il essayait, si je peux dire, de diriger une instance du CNRS, puisque il avait été de cette aventure qui s'était mal terminée, des années 2004-2005, où il avait été le cours, puisque c'était d'octobre 2005 à janvier 2006. Vous voyez, ça fait pas très longtemps. Mais il a quand même été directeur du plus gros jamais département du CNRS, qui s'appelait MIPU. Je suis pas sûr que ce soit Jean-Yves qui a inventé ce nom. Donc MIPU, ça recoupait quand même, excusez du peu, mathématiques, informatique, physique, planète et univers. Donc si je regarde aujourd'hui, il était dirigé à la fois l'INSMI, l'INP, l'INSIS, l'INS2I, Terre et Univers. Hein? Pour un seul homme. C'est pas mal quand même. Bon, sans que Jean-Yves y soit pour quoi que ce soit, ça a duré 3 mois, puisque la Rotureau s'est fait débarquer. Meunier, qui était le président de l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait un président et un directeur général, il n'y avait pas eu la fusion encore des deux fonctions. Meunier s'est fait débarquer aussi. Tout ça s'est arrêté et Jean-Yves est revenu à la science avant quelques années après, de repartir. Donc voilà, mais quand même, à jamais, je pense que Jean-Yves aura été le directeur du plus gros département ou institut du CNRS. Je suis pas sûr que ça le rendait spécialement fier parce que c'était pas son truc, mais enfin, fier, si, fier d'avoir dirigé MIPU sans doute, mais pas parce que c'était le plus gros. Euh, et je pense que ça, c'était aussi une caractéristique de Jean-Yves, c'est à la fois
d'être capable de diriger un institut du CNRS ou un département du CNRS avec toutes les responsabilités qui sont celles d'un directeur d'institut, mais aussi qu'on est directeur d'un institut au CNRS, on est aussi membre du comité de direction. Donc, il faut aussi être capable de travailler en équipe avec des gens avec lesquels vous n'avez pas de relation hiérarchique, mais je pense que ce qui fait la force du CNRS, c'est justement d'être capable de réunir des gens avec d'origines différentes, d'origines scientifiques différentes, des domaines, avec des modes de fonctionnement qui sont pas les mêmes. Donc, il faut une capacité d'écoute, il faut une capacité à finalement rester humble et se dire que ce qui est vrai dans mon domaine n'est pas nécessairement vrai dans l'autre. Et je crois que tous les gens qui ont eu la chance de travailler avec Jean-Yves au niveau du comité de direction du CNRS ont là encore apprécié l'homme qui savait se mettre au service du collectif. Jean-Yves, il a aussi été, bien sûr, puisque quand on est directeur d'un institut au CNRS, on est aussi ce qui s'appelle directeur scientifique référent. Et donc, il a aussi été directeur scientifique référent à la fois pour Sorbonne Université, pour Centre Limousin Poitou-Charentes. Il a même été en charge d'Aix-Marseille et de Nice, ce qui devait lui conduire à aller là-bas. Et je voudrais finir par un point où Jean-Yves a été absolument clé, c'est tout ce qu'on a fait, nous, le CNRS, à Singapour. Donc, le Singapour, c'est le seul endroit où le CNRS a une filiale en dehors du territoire français. Une filiale qui s'appelle CNRS at Create. Create étant un centre de recherche et d'innovation financé par le gouvernement singapourien. Et Jean-Yves a vraiment été à l'origine de ce centre. C'est lui qui l'a proposé au regretté Alain Fuchs. Et, euh, et ensuite, il a continué à s'en occuper, à tel point que quand, je le disais tout à l'heure, Jean-Yves est parti à la retraite, comme tous les gens qui partent à la retraite, il se demandait un peu ce qu'il allait faire. Et on avait bien sûr discuté avec lui de savoir ce qu'on pouvait lui proposer. Et donc, il continuait à être le représentant du CNRS là-bas. Donc, pas, ça veut dire qu'il était là-bas en permanence, c'est-à-dire qu'il était le représentant du CNRS dans les instances qui déroulaient là-bas. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages avec lui. Et je sais que sa disparition a beaucoup peiné aussi nos amis singapouriens, qui étaient évidemment conscients du rôle absolument essentiel qu'avait joué Jean-Yves. Voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je suis encore, j'ose pas dire que je suis heureux d'être là parce que mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Mais voilà, donc je pense que vraiment au nom du CNRS, mais aussi en mon nom personnel, j'ai juste envie de lui dire merci. Merci, Joël. Merci Antoine. Comme je vous disais, donc Sylvie Rotaillot est alitée, donc grippée. Elle m'a envoyé ce matin le discours qu'elle voulait faire ici. Je vais vous le lire, je le découvre avec vous, hein, parce que j'ai simplement imprimé rapidement. Donc, Monsieur le PDG du CNRS, cher Antoine, Messieurs les directeurs d'Institut d'ingénierie de physique, cher Lionel et cher Thierry, Monsieur le directeur du C2N, cher Giancarlo, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec une grande émotion et une immense reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Jean-Yves Marzin. Jean-Yves Marzin est bien plus qu'un chercheur et un leader scientifique d'exception, il est aussi un bâtisseur visionnaire, terme repris dans de nombreux hommages et qui lui colle vraiment très bien. Sa carrière illustre une capacité rare à conjuguer excellence scientifique, management stratégique et engagement institutionnel. Il a marqué profondément notre communauté scientifique et universitaire, notamment à travers la création du Centre de nanosciences et de nanotechnologie, le C2N, dont je vais plus particulièrement parler en lien avec les interactions que j'ai eues avec Jean-Yves au niveau de l'université lors de mes mandats de doyenne, de la faculté des sciences et de la présidente de l'université Paris-Sud. Mais avant cela, et parce que l'on partageait avec Jean-Yves le souhait de mettre la science au cœur de toutes les décisions, et donc de tout projet institutionnel, je voudrais commencer par quelques mots sur sa carrière scientifique. Jean-Yves incarne l'excellence scientifique et l'innovation. Il a contribué de manière décisive à des avancées majeures, notamment dans le développement de techniques de fabrication à l'échelle nanométrique et dans l'étude de phénomènes quantiques à cette échelle. Ces travaux pionniers, reconnus à l'international, ont ouvert de nouvelles perspectives dans l'ingénierie des matériaux, la physique des dispositifs à l'échelle nanométrique et les technologies photoniques. Ces travaux ont non seulement enrichi la connaissance fondamentale,
mais ont également eu des retombées concrètes dans des secteurs tels que la technologie de l'information, les capteurs avancés et les dispositifs photoniques. Jean-Yves a également démontré une rare aptitude à identifier et à exploiter les synergies entre la recherche fondamentale et les applications industrielles, renforçant ainsi l'impact de ses travaux sur la société. Son audace scientifique et sa capacité à ouvrir des voies inédites en ont fait donc une figure incontournable dans son domaine. Et bien sûr, Jean-Yves avait une vraie vision stratégique pour structurer la recherche, de la direction de programmes interdisciplinaires de recherche, nanosciences et nanotechnologies du CNRS, à la mise en place du programme recherche de technologies de base de l'ANR, prémisse d'un réseau académique français de micro dans la fabrication, donc RENATEC, ainsi que la création du Centre national des compétences en nanosciences, les CNANO. Il s'investit également fortement dans le montage du réseau thématique de recherche avancée de Saclay, Triangle de la physique, et du LabEx Nano Saclay, qui n'est pas sans lien avec le projet du laboratoire et de l'infrastructure du C2N, avec Claude Chaper et Serge Palassin. Ils ont porté ce LabEx et en ont fait partie des premiers lauréats. Cela était concomitant avec le premier échec de l'IDEX Paris-Saclay, et il a eu alors la mobilisation de 9 porteurs de projets collectifs au cœur du projet Paris-Saclay pour dire haut et fort à leur institution et aux politiques qu'ils voulaient un projet Paris-Saclay ambitieux, rassemblant les communautés scientifiques et exploitant ce formidable potentiel existant sur notre site pour un enseignement supérieur, une recherche et un volet innovation hors du commun, comptant à l'international et ayant un impact fort sur la société. Et ça a marché. Cette mobilisation basée sur les projets de recherche d'excellence, dont ce LabEx a été un des leviers qui a permis d'obtenir des moyens pour la recherche ainsi que pour l'innovation, et la formation, ainsi que l'investissement de 2 milliards d'euros pour l'aménagement du campus, ses laboratoires, ses composantes de formation, avec le plan campus et le milliard d'euros pour Paris-Saclay. Sans la transformation des établissements avec un projet stratégique, scientifique, sociétal ambitieux, impliquant les différents établissements du plateau, les investissements sur les infrastructures, que ce soit les bâtiments ou les plateformes technologiques, n'auraient fort probablement pas vu le jour. D'ailleurs, j'ai connu à l'IEF de nombreux projets de déménagement sur le plateau. Il y a même un projet qui est allé jusqu'à des plans et l'emplacement de nos bureaux, mais n'a jamais vu, faute de financement. Et puis, bien sûr, le projet Paris-Saclay étant là, il fallait aligner les tutelles, en l'occurrence le CNRS et l'Université Paris-Sud, avec un projet commun clair. Et en 2007, suite à l'intense travail de Jean-Yves et du directeur de l'IEF, Jean-Michel Lourtioz, la décision de fusionner LPN et l'Institut d'électronique fondamentale d'Orsay est prise, ainsi que celle de localiser sur le plateau de Saclay, au voisinage de l'école polytechnique, point non négligeable dans les discussions, et pour Jean-Yves. Et je le rejoins sur un fait, pour pouvoir gagner la bataille de la compétition internationale, il faut apprendre à travailler ensemble, à combiner nos forces, et pour cela, il faut une stratégie cohérente, forte et ambitieuse sur un territoire qui, vu de la Chine et des USA, est bien un territoire de quelques kilomètres carrés. On est alors parti pour faire la plus grande centre académique national des nanosciences et des nanotechnologies, et même un des plus grands à l'échelle européenne. Et Jean-Yves avait toutes les qualités pour cela, en binôme avec les directeurs successifs de l'IEF. Jean-Yves a porté le C2N avec un engagement exemplaire. Sur son impulsion en particulier, ce centre est devenu un lieu d'excellence, un lieu où la recherche de pointe se conjugue avec l'innovation technologique et où des générations de chercheurs, d'ingénieurs et d'étudiants peuvent se former et collaborer dans les meilleures conditions. Mais ce succès ne se limite pas à une vision scientifique. Jean-Yves Marzin a su construire des relations solides et équilibrées avec les tutelles du C2N, qu'il s'agisse de l'Université Paris-Sud, puis Paris-Saclay, et du CNRS, et de l'Université Paris-Cité, ainsi que d'autres partenaires institutionnels. Il a cultivé un dialogue constant et constructif, respectant ou faisant bouger, quand il le fallait, les contraintes des institutions et les aspirations de la communauté scientifique. Nous avons eu de nombreuses interactions dans nos différentes fonctions. Jean-Yves était capable de faire le pied de grue, comme il disait, dans les couloirs de la présidence pour voir les bonnes personnes et infléchir ou accélérer les décisions. On connaît tous le caractère un peu têtu, la ténacité de Jean-Yves. Eh bien, oui, il ne lâchait rien. Et la première bataille a été de convaincre que les nanos n'étaient pas juste une mode, une thématique scientifique qui allait rapidement passer, et donc il fallait financer le C2N à hauteur avec ce fameux plan campus.
Il y avait de nouveaux projets concurrents et l'ambition du projet au niveau de la centrale a dû être défendue afin que l'université puisse abriter les priorités pour soutenir ce projet dans le cadre de Paris-Saclay. C'est sous la présidence de Guy Couraze que cette décision a été prise côté université et je me souviens de nombreuses discussions difficiles et passionnantes qu'il y avait eu pour les arbitrages. Et puis, dans un second temps, sous la présidence de Jacques Bitoun, il y a eu une définition des budgets de fonctionnement donnés par les tutelles pour le C2N. Et là encore, le travail de quantification, mais aussi la volonté d'établir un modèle économique, pardon, portant la spécificité d'une centrale hors du commun, fleuron de ce laboratoire, et permettant de se projeter dans l'avenir, a été au cœur des batailles de Jean-Yves et de ses collaborateurs les plus proches sur ce projet. Je pense là à Isabelle Sagne et Philippe Boucaud. Il fallait convaincre que ces investissements à long terme, hors normes, étaient justifiés et surtout étaient un investissement d'avenir que nous devions faire. Grâce à cette capacité à naviguer dans cet écosystème complexe, Jean-Yves a non seulement obtenu le soutien nécessaire pour mener ce projet ambitieux à son terme, mais il a également posé les bases d'une coopération durable entre les acteurs académiques, institutionnels et industriels. Car il a fallu aussi travailler avec de nombreux acteurs pour assumer une implantation du laboratoire réussie dans le territoire. Et c'est pourquoi nous avions, avec Jean-Yves et Jean-Michel, alors VP patrimoine de l'université, fait intégrer le C2N à l'association Pôle Vie, un pôle de vie pour les laboratoires de recherche privés et publics du cluster Paris-Saclay. Et nous avions eu de nombreuses interactions avec Philippe Elias et Marie-Rose Guézet, qui avaient une volonté farouche de créer du lien sur ce plateau et travailler sur les problématiques d'aménagement et de transport. Il y a eu bien sûr le gros travail que nous avons fait ensemble sur la restauration avec l'ouverture pour tous les personnels du C2N au restaurant interentreprises qui a conduit au RIEA, restaurant interentreprises et administration. Jean-Yves et ses collaborateurs sur le projet, ou Giancarlo pour la direction du C2N, ont travaillé avec trois équipes dirigeantes des tutelles, trois PDG du CNRS, Catherine Bréchignac, Alain Fuchs et Antoine Petit, et trois présidents d'université, Guy Couraz, Jacques Bitoun et moi-même, entre 2007 et l'installation du C2N dans son bâtiment en 2018. Je voudrais citer, et je m'excuse si j'en oublie, les personnes du territoire qui ont suivi le projet, avec les VP de l'université, Étienne Auger en recherche et Jean-Michel Lourtius côté patrimoine, et avec la DR4 du CNRS, Véronique de Bishop, Marielle Papillon et Benoît Forêt, et avec la DR5 du CNRS qui portait le projet immobilier, et l'achat du terrain, Gilles Trémont, Philippe Cavelier et Anthony Pirovitz, qui d'ailleurs revient au C2N. Jean-Michel Marzin possédait cette combinaison rare de qualités nécessaires à la réalisation du projet, une vision ambitieuse pour anticiper les besoins scientifiques du domaine, une capacité à fédérer les énergies autour d'un projet commun et une ténacité à toute épreuve pour surmonter les défis administratifs, techniques et humains. Et sous son accord parfois abrupt, Jean-Yves était toujours prêt à discuter, à écouter, à convaincre et à être convaincu pour réaliser un projet ambitieux. Il voulait avancer et savait prendre des décisions. Il ne lâchait rien et il avait aussi toujours l'inquiétude des autres. Il observait ce qui se passait autour de lui, souvent mine de rien. On connaît un peu sa façon un peu de regarder les gens. Il en faisait une analyse intégrant toutes les valences humaines et comment prendre en compte cette variable qui est en fait celle à la clé de la réussite de tout grand projet. Pour tout cela, Jean-Yves Marzin est plus qu'une figure incontournable dans son domaine scientifique, il était un homme d'exception. Merci. Lionel Bouchaillon, donc directeur de CNRS Ingénierie. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, euh, comme Antoine, je ne me réjouis pas forcément d'être ici aujourd'hui, mais je suis très heureux que l'idée de l'organisation de ces deux journées ait vu le jour. Ça me permet effectivement de dire quelques mots. Alors, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis pas un intime de Jean-Yves. Je suis sans doute de ceux qui se sont exprimés, celui qui le connaît le moins, qui l'est le moins fréquenté. Je vous dirai quand même comment moi je l'ai rencontré à un moment donné. Et donc, ce que j'ai fait pour préparer les quelques mots que j'ai prononcés, c'est que je me suis adressé à l'équipe de l'Institut, donc qui s'appelait INSIS quand Jean-Yves dirigeait. CNRS Ingénierie maintenant, et puis elles m'ont apporté des éléments, et je vais vous livrer quelques-uns de ces éléments aujourd'hui
à propos de l'action de Jean-Yves et puis de Jean-Yves lui-même. Donc, j'ai demandé, je vous l'ai dit, à l'équipe, ils l'ont côtoyé durant de nombreuses années, ce qu'il retenait de son action, du directeur d'institut et de l'homme qu'il était. Donc, c'est un rapide condensé et une sélection de ce qu'ils m'ont apporté. En premier lieu, j'ai eu tout de suite un retour sur un laboratoire fruit de la fusion de deux excellentes unités qui a été créée. Et vous l'avez toutes et tous compris, sans doute, je veux parler du LMPS, le laboratoire de mécanique Paris-Saclay. Oui, ce fleuron de la mécanique française est le produit d'un fructueux rapprochement entre le LMT de l'ENS Cachan, devenu depuis ENS Paris-Saclay, et le MSS de l'École centrale de Paris, désormais dénommée Centrale Supélec. En effet, Jean-Yves était un bâtisseur, on l'a dit déjà. Il était curieux de tout et il s'intéressait donc à la structuration de la recherche, et ce, quel que soit le domaine scientifique. Et à l'Institut, bien sûr, il s'intéressait à d'autres domaines que ceux dont on peut parler aujourd'hui ou dont vous avez pu parler hier. Il était bien sûr le promoteur de l'animation scientifique de la communauté des sciences de l'ingénierie, en permettant notamment l'organisation d'années thématiques. Alors, par exemple, je peux citer l'année de la santé, car oui, c'est vrai, la santé et les technologies de la santé constituent un domaine scientifique important dans lequel on retrouve l'imagerie médicale ou bien encore les laboratoires sur puces et bien d'autres choses encore qui font l'objet de recherches interdisciplinaires, dont une partie est menée à CNRS Ingénierie. Il y a eu aussi l'année de l'ingénierie verte, dont Jean-Yves n'était pas immédiatement un fervent supporter, mais c'était là le signe de l'une de ses nombreuses qualités. Je veux parler de son ouverture d'esprit et de sa curiosité. La dernière de ces années a été l'année de la mécanique du futur, dont la conclusion avait été organisée sous la forme d'une journée scientifique à l'Académie des sciences et d'un concours photo qui avait été adjoint cette année, concours dont le nom avait été trouvé par Jean-Yves lui-même. C'était appelé Mécapixel. Alors, durant son mandat, qui n'en était pas un, pendant longtemps, il était très heureux de me dire que le PDG avait un mandat, mais lui, non. Il pouvait rester autant qu'il le voulait. Euh, eh bien, je veux dire par là qu'on pouvait être resté directeur d'institut pendant très longtemps. Il a aussi mis en place des entretiens à destination des chercheurs, les chercheurs recrutés 3 ans ou 7 ans plus tôt. Cette mesure que nous avons poursuivie, bien sûr, démontre son sens aigu des relations humaines. Alors, ce sens aigu pouvait s'exercer de différentes manières. S'il était bienveillant avec ses DAS, c'est eux qui me l'ont dit, et j'ai interrogé aussi des anciens DAS, hein. Il pouvait également être un peu plus cinglant avec ses DU, et là, à titre personnel, comme j'étais DU à ce moment-là, je me souviens, et donc je ne suis pas le seul, de la journée des DU 2017, où il avait fait une longue digression sur qu'est-ce qu'une UMR, sujet qui reste parfois d'actualité. Ça, c'était pas écrit. Et qui n'avait pas forcément bien vécu, on va dire, l'intervention, parce que certains avaient subi notamment une vraie reprise en main, et notamment un DU d'un laboratoire qui avait oublié à plusieurs reprises de mentionner le CNRS dans les communications scientifiques, tout en mettant en lumière un autre établissement. Ça s'était très très mal passé. Alors, Jean-Yves avait, ça a été dit déjà, un penchant très important vers l'international. Et pendant sa direction à CNRS Ingénierie, donc de 2013 à 2022, Jean-Yves Marzin a toujours montré un grand intérêt pour les collaborations internationales avec un tropisme incontesté pour les pays d'Asie. Il était curieux de toutes les cultures, de toutes les manières de faire de la recherche, de la gérer, de la financer et de l'organiser. Plusieurs fois par an, il se rendait dans les IRL du Japon et de Singapour, et toujours passionné par ceux qui faisaient rayonner la science française à l'étranger. Il a aussi souhaité développer des collaborations avec des pays du top 10 des publications en ingénierie, mais avec lesquels nous n'avions aucune action structurante à ce moment-là. Par exemple, Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie. Et à la fin de son mandat, des projets et des réseaux internationaux avaient été lancés avec chacun de ces pays avec succès, et le nombre de copublications avait nettement augmenté. Jean-Yves était un bâtisseur dans l'âme, ça a été dit, et je le redis ici, en France comme à l'international.
On peut noter deux faits marquants hein, de sa direction. La création en janvier 2017 de l'IRL EliteMax avec l'université de Tohoku au Japon sur les matériaux en situation de stress extrême. Il avait d'ailleurs été très impressionné lors de sa première visite à Sendai en 2016 de découvrir le site et les ravages encore très visibles du tsunami de mars 2011 faisant suite à l'accident nucléaire de Fukushima. Le lancement aussi en 2019, ça a été dit déjà par Antoine, à Singapour de CNRS at Create, donc la première filiale du CNRS à l'étranger, dont le montage avait été long. Là, il fallait tout inventer, mais Jean-Yves s'est découvert un certain goût pour ce nouveau métier. Alors, lors de son inauguration, Jean-Yves imaginait déjà que les programmes de recherche de Create, basés sur l'excellence scientifique et sur les priorités de recherche de Singapour, pourraient être menés en partenariat avec le tissu industriel français à Singapour. L'industrie, c'était aussi, et la valorisation de la recherche, une autre passion de Jean-Yves. Il était aussi à l'initiative de grands projets. Dans le discours de Sylvie Retailleau qu'a lu Giancarlo, il en a été question, hein. Je peux dire aussi, je peux rajouter l'Equipex plus Nano Futur, les PEPR, donc particulièrement PEPR électronique, et comme nous sommes ici, Renatec, et même pour les plus anciens d'entre nous, RTB pour recherche technologique de base. En effet, Jean-Yves, avec à l'époque Malik Galab, Antonio Munoz du LAS, Jean-Michel Dourtioz de l'IEF, Alain Capi de l'IEMN, Michel de la Bachellerie de FemtoST, ont œuvré ensemble en 2003 à la mise en place de ce programme avec les ministères concernés et le CEA. Aujourd'hui, c'est de Renatec dont on parle et le LPN et l'IEF ont uni leur destin pour former le C2N, ce fleuron de la recherche française, que nous partageons au CNRS avec l'Institut CNRS Physique, dont le directeur Thierry Dauxois est ici, et bien entendu avec l'Université Paris-Saclay. Bon, le C2N a déjà fait l'objet de nombreux commentaires, donc je ne vais pas développer plus que ça. Mais il est clair que Jean-Yves a été la personne clé de la réalisation de cet investissement, qui était non seulement un investissement immobilier, mais aussi un beau et grand projet scientifique, comme Giancarlo l'a souligné. Et aussi, bien entendu, il a réussi à impliquer les personnels des deux unités fondatrices. C'est pas toujours évident. Ça a été rappelé aussi par Antoine dans son discours. Des anecdotes. Donc les DAS en particulier, on en remonté une que j'ai retenue. C'est au sujet du lexique qu'employait Jean-Yves et de quelques-unes de ses expressions favorites. Et notamment, il faisait beaucoup appel au mot juste. Par exemple, donc c'est juste pas vrai. Ça vous rappelle quelque chose, je suis sûr. Moi, je l'ai entendu, je l'ai pas côtoyé longtemps, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Ou alors, c'est juste pas raisonnable. C'est juste pas possible. C'est juste mort. Il l'employait aussi ça. Ça va juste pas. Il en avait d'autres aussi, moins souvent employés. Ils sont pétés tout debout. Donc ça, c'était mauvais signe en général. Le au passage. Et puis quand il était pas content, mais qu'il adoptait la posture diplomatique, il disait on va le grogner. Les infos tombées du camion en général aussi, qui sortent parfois du CDCNRS. Et c'est pas des manières. Voilà, c'en est quelques-unes. Il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est vrai que le mot juste en particulier, il l'employait beaucoup. Alors, à titre personnel, je peux rajouter quelques mots. Moi, j'ai fait sa connaissance lorsque la RTB et Renatec donc, ont été initiés, mais j'ai vraiment commencé à travailler avec lui alors que j'étais DU. Euh, et lui-même était DU du LPN lors d'un copil de Renatec, où j'accompagnais Alain Capi, qui lui dirigeait l'IEMN, et je m'étais aventuré à faire une déclaration. Et il avait observé un silence d'au moins 4 temps. C'est long, 4 temps. Je sais qu'il y a des musiciens dans la salle. Avant de me dire, so what? Et là, j'ai compris que je devais avoir la suite, sinon j'étais juste mort. Et ce jour-là, je l'ai trouvé, et je pense que ça a dû embrayer sur une suite plus heureuse. Une autre fois, alors que l'un de ses DAS allait quitter ses fonctions, il m'a appelé. Il était donc DI cette fois, et moi j'étais encore DU.
J'ai vu sur mon téléphone qui appelait et je me doutais de la raison de son appel. Et sans dire bonjour ni salut, il m'a dit, t'es mécanicien, toi. Et je lui ai répondu, non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, tu pars quand? Je lui ai dit. Et là, il a éclaté de rire. C'est véridique, il a éclaté de rire et m'a dit, non, mais t'as raison. Et voilà, ça a dû durer 2 minutes à peu près, cet échange, hein, je vous le dis. Et puis donc j'ai plus eu de nouvelles autres que celles que pouvaient avoir les DU hein, lors de la réunion annuelle, jusqu'au jour où un collègue m'a dit, tu sais que Jean-Yves ne sera bientôt plus DI, et non, je savais pas. Je savais pas parce que voilà, je suivais pas cette actualité-là. Mais compte tenu de l'épisode téléphonique précédent, je pouvais pas reculer et j'ai donc déposé ma candidature. Et il était le premier à vouloir me féliciter lorsqu'Antoine m'a appelé un vendredi matin pour m'annoncer qu'il me retenait. Bon, ça m'a fait plaisir, Antoine, hein. Mais ça m'a fait aussi beaucoup plaisir de recevoir les félicitations juste après de Jean-Yves. Et apparemment, le plaisir était partagé. Et une autre petite anecdote, c'est que tout de suite, il a voulu, il s'est mis au service et il a voulu m'aider à faire cette transition dans la meilleure des conditions. Et j'avais convenu de le voir à Paris. Mais à ce moment-là, il y avait le Covid à la maison, semble-t-il. Et puis, donc, il me dit, bah, écoute, je fais un test, je me lève très tôt, parce que je devais prendre le train à 5h50. Moi, il me dit, je me lève très tôt, je t'envoie un SMS pour te dire si tu viens ou si tu viens pas, et si on fait en visio. Et donc, bon, je n'avais pas eu de SMS, donc j'ai pensé que c'était bon pour lui. Je prends mon train, voilà, j'arrive à Paris, je lui envoie un message, je dis, bah, t'es pas là. Et il me dit, mais je t'ai envoyé un SMS. Je lui dis, ben non. Il me dit, merde, je l'ai envoyé à Laurent Nicolas. Donc, la première fois, on s'est pas vu et on a fait en visio. Lui il était chez lui et moi, j'étais à PMA. Voilà. Et puis, donc, vraiment, ça, c'est un signe que, comme l'a dit Nakita lors de notre rencontre ce triste jour, elle m'a dit, tu as eu la passation de pouvoir dont tout le monde rêve et je dois dire que c'est vrai. C'est vrai. Il a été juste parfait, honnête et drôle lorsqu'il m'a dressé les portraits individuels des personnels de l'Institut, allant même jusqu'à me donner la durée de bouderie des DAS lorsque leur demande n'était pas satisfaite. Et oui, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, dire à quel point je l'estimais, je l'appréciais, et donc c'est juste pas possible qu'il soit pas là aujourd'hui, mais comme pour beaucoup d'entre vous, voilà, ça me manque de pas pouvoir échanger avec lui. Merci. Merci. Avant de passer à la deuxième partie de la journée, moi j'aimerais bien, je souhaiterais que nous manifestions notre pensée à Jean-Yves avec 1 minute d'applaudissement. Bon, donc quelques mots sur la suite du programme. Il va y avoir en fait quelques interventions. On est toujours plutôt encore sur la partie boîte quantique dans l'après-midi, où il y a plusieurs interventions et des points forts, je pense, en clôture, qui vont être des témoignages, comme je disais, qui vont être importants un tout petit peu de un certain nombre de personnes qui l'ont côtoyé, connu et qui vont partager des anecdotes sur Jean-Yves. Donc là, je demande à Denis Gutenberg, donc qui est historien au CNRS et du CNRS, qui nous a préparé une petite histoire sur Jean-Yves et les boîtes quantiques. Merci. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion, moi aussi, mais un
un peu de confusion que je prends la parole pour quelques minutes parmi vous qui avez souvent bien connu Jean-Yves, qui avait travaillé avec lui au quotidien pendant parfois de très longues années, qu'il avait accompagné dans les nombreux projets qu'il a initiés et menés à bien. Et d'ailleurs, un certain nombre de choses ont déjà été dites. C'est moi qui appuie sur un truc, peut-être? Non. Même trop de choses ont été dites puisqu'on a usé les piles, visiblement déjà. Qu'il avait accompagné tout au long de ces années. Ça marche toujours pas. Bah, je vais me rapprocher de ça, sinon, non, ça marche pas très bien. Bah, sinon, je peux parler fort. Je sais pas si vous m'entendez. Non, ça le fait pas. Ah oui, d'accord. Essaye celui-là. Et donc, qui vous... C'est bon, je continue? Ouais, je vais. Allez, donc, qui se sont peut-être opposés. Ah, donc, je voyais discuter ensemble, qui vous êtes peut-être même aussi opposé à lui sur certains aspects de ses projets, et puis se confronter à quelqu'un, c'est souvent pas la pire manière aussi de le découvrir et d'apprendre à l'apprécier. Notre PDG vénéré a évoqué tout à l'heure des périodes de gros temps, notamment à l'époque de Bernard Larouturou. Moi, pour ma part, je peux pas du tout me prévaloir de ces expériences diverses que plusieurs d'entre vous avez eues dans la durée, mais plus modestement d'échanges plus ponctuels autour de l'histoire des sciences de l'ingénierie au CNRS dans leur ensemble, dont il a assuré la direction, qu'il a marqué de sa patte de 2013 à 2022, au sein du plus bel établissement du monde et même de l'univers, évidemment, le CNRS, vous l'aurez reconnu, et puis où il a aussi, autour de l'histoire des neurosciences, dont il a lui-même contribué à écrire quelques très belles pages, à la fois dans le costume du chercheur. Encore que, en ce qui le concernait, le costume nous a sans doute toutes et tous toujours beaucoup moins marqué que l'écharpe rouge. Et la sienne est devenue aussi mythique dans les couloirs du CNRS que celle de François Mitterrand à l'Élysée. Et bien sûr aussi dans le costume du bâtisseur qu'il endosse en particulier à partir de 1996 lorsqu'il rejoint le plus bel établissement du monde et même de l'univers. Je sais, je l'ai déjà dit, mais on ne le répète jamais assez, peut-être notamment cette période-là en particulier, en qualité donc de directeur de recherche au CNRS, avec la mission de prendre la tête l'un de ses laboratoires propres, le L2M, laboratoire de microstructure et de microélectronique, et très vite le projet de piloter la fusion, vous le savez, à Marcoussis, de ses forces scientifiques avec celle du Centre national d'études des télécommunications. Alors une perche m'a été tendue tout à l'heure, puisque en effet, je pense que les plus jeunes parmi vous, et il y en a quand même vers le haut de la salle, ne connaissent pas ce centre national là, le CNET. Je vais mettre brièvement ma carrière d'historien des institutions et des politiques scientifiques pour rappeler que c'est un organisme qui a en effet disparu sous cet intitulé pour devenir avec d'autres entités il y a près de 25 ans France Télécom R&D, puis ce qu'on appelait les Orange Labs. Mais Jean-Yves lui-même y était très attaché puisqu'il a fait le début de sa carrière scientifique de chercheur à Bagneux dans les années 80, après Polytechnique, après l'École nationale supérieure des télécoms, puis un DEA de physique des solides, à cheval entre ce qui s'appelait à l'époque Paris 7 et Paris 11. Il était très attaché, donc, et d'autant plus d'ailleurs que le net venait de vivre une période assez florissante de son histoire dans les années 60 et 70, mais pas de cet attachement aveugle qui a pu conduire certains vers, on va dire, un toilettage discret de l'histoire du CNET et surtout de ses origines. On a plusieurs fois parlé avec Jean-Yves de la création du CNET, qui s'est jouée dans notre pays dans la première moitié des années 40, et a été entérinée par une loi du 4 mai 1944. Or, nous avions remarqué avec Jean-Yves que l'on peut trouver dans un certain nombre d'archives, de documents de com ou de rayonnements laissés par le CNET jusqu'à sa disparition, la référence à un acte fondateur daté, lui, du 29 janvier 1945. Mais il s'agissait là que d'une ordonnance de validation et de reconnaissance par le gouvernement provisoire de la République française. Alors, vous allez me dire, bon, vous avez quand même des sacrées discussions avec Jean-Yves, c'est un peu oiseux tout ça, que ça change à quelques mois près, c'est quand même pas tout à fait la même chose d'être inauguré à Vichy en mai 44 sous la signature de Philippe Pétain
ou à Paris en janvier 45 sous celle de Charles de Gaulle. Et pour celles et ceux qui ont pu expérimenter ou parfois peut-être aussi subir, Lionel, tu nous l'as dit, parce que moi aussi ça m'est arrivé, l'humour un petit peu cinglant de Jean-Yves, je vous laisse imaginer à quelle délectation il regardait ces documents embellis, avec quelle ironie il considérait ce flou congénital de l'organisme où il avait débuté sa carrière. Entre parenthèses, quand même, je suis aussi un peu payé pour dire du bien du CNRS. On est bien aise au CNRS de ne pas être confronté à de tels cas de conscience originels, nous, hein, qui sommes de manière assurée des enfants de Jean Zay, de Jean Perrin et du Front Populaire, ce qui est quand même un héritage qui est beaucoup plus facile à porter. Toujours est-il que l'équipe que rejoint Jean-Yves Auquenet de Bagneux est vite marquée par cette découverte fameuse dans la compréhension de la méthode de croissance de ces nanostructures semi-conductrices qu'on nomme les boîtes quantiques, découverte qui a largement été rappelée, mise en perspective ici même hier, qui continue, vous le savez mieux que moi, d'être exploitée plus de 40 ans plus tard dans le développement des technologies quantiques, et dont Léon Goldstein, premier signataire de l'article qui a été remis en juin, accepté en septembre et publié le 15 novembre 1985 dans les Applied Physics Letters, parlera dans quelques instants. Alors on ne va pas faire de déterminisme. Hein, ça n'aurait évidemment aucun sens parce que des centaines de millions de personnes à travers le monde sont nées et ont grandi en même temps que ce champ de recherche des nanosciences et des nanotechnologies sans choisir, comme Jean-Yves, d'en faire leur spécialité. Mais on peut quand même faire un peu d'histoire en rappelant qu'il a été le contemporain exact de leur émergence et de leur essor. Hein. C'est dans les années 50 qu'ont été réalisés un certain nombre de percées, à commencer par l'invention à l'aube de la décennie du microscope électronique à effet de champ par Erwin Müller. Et c'est en février 56, quelques semaines avant que Jean-Yves vienne au monde, qu'Arthur von Hippel a proposé le concept d'ingénierie moléculaire, une ingénierie qui introduit un nouveau mode de pensée, de connexion entre science et technologie, hein, qui s'impose en ne s'appuyant pas seulement sur des propriétés macroscopiques qui s'imposent en quelque sorte aux scientifiques, mais sur l'assemblage brique par brique, selon l'expression consacrée, atome par atome, molécule par molécule, comme vous voulez, de nouveaux éléments et systèmes aux propriétés vraiment révolutionnaires, hein, une décennie qui s'est achevée avec la célébrissime conférence de Richard Feynman le 29 décembre 1959 devant la Société américaine de physique. Hein, There is plenty of room at the bottom. Hein, il y a beaucoup de place en bas, une invitation à entrer dans un nouveau domaine de la physique. Alors jusqu'à preuve du contraire, Jean-Yves n'était pas dans l'auditoire de Feynman ce jour-là, ou alors il était sacrément plus précoce que ce qu'on pensait. Mais si l'on en croit une interview qu'il a donnée aux Échos bien plus tard, en 2013, au moment de prendre la direction de l'ingénierie au CNRS, une interview au cours de laquelle il a d'ailleurs indiqué que parmi toutes ses publications ou copublications, sa préférée restait celle qui portait, je cite, sur l'émission de lumière des boîtes quantiques uniques qui permettent de générer des photons à la demande, hein, reconnu, on y reviendra de toute manière. Si l'on se base donc sur cette interview, il n'a pas tardé à mettre la main, je le cite, dans les boîtes mécano qu'il recevait à Noël et qui ont, d'après lui, penché et pesé sur ses choix ultérieurs de carrière. Alors, là encore, gare au déterminisme hein, et aux tentations téléologiques, comme on dit si facilement en histoire. De la boîte mécano à la boîte quantique, bon, il y a quand même un peu plus d'un pas que pas mal de gens n'ont pas franchi. Jean-Yves, et surtout quand il prend le chemin de cette carrière scientifique, au tournant des années 70 et 80, le contemporain de la deuxième phase, de la deuxième vague de l'histoire, ce qu'on a bel et bien commencé à nommer alors sur la suggestion de Norio Taniguchi à l'université de Tokyo, les nanotechnologies, hein, une deuxième phase après celle des fricheurs des années 50, marquée par des nouvelles avancées instrumentales décisives, hein, dont bien sûr l'invention du microscope à effet tunnel en 81, et au sein de ces nouvellement baptisées nanosciences, nanotechnologies, eh bien, les travaux sur les systèmes physiques semi-conducteurs auxquels a été donné le nom de boîte quantique apparaissent en 1980 comme un champ révolutionnaire. Et à terme, hein, parce que quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise, il faut souvent du temps pour passer du laboratoire à l'industrie, à terme extrêmement prometteur, y compris donc du point de vue de ses applications. Alors, mes compétences ici sont quand même sacrément limitées hein, en matière de boîte quantique, pour ne pas dire carrément nulles. C'est la raison pour laquelle j'ai prudemment suggéré à Ariel et à Giancarlo, que je remercie d'ailleurs au passage hein, pour tous les échanges que nous avons eus en amont de cette rencontre, le titre de part et d'autre des boîtes quantiques. Hein. Jean-Yves, de part et d'autre des boîtes quantiques, ça m'évitait d'avoir à y pénétrer dans ces boîtes-là. Et j'écouterai avec plaisir, d'ailleurs, dans quelques instants, les éclaircissements que Léon Goldstein nous apportera sur le fameux article fondateur, avec une interrogation tout de même.
né de la lecture d'un certain nombre d'archives, de documents, d'articles relatifs à la découverte qui a été publiée donc en 85 et qui est parfois présenté comme le fruit du hasard. Un hasard, c'est un terme qui revient souvent quand même dans les récits scientifiques à toutes les époques, hein, depuis grosso modo que Archimède a bondi tout nu hors de son bain en poussant son légendaire Eureka. On découvre à peu près tout par hasard et ça donne quand même une vision un peu biaisée du contexte, du cheminement, des efforts importants qu'ont toujours réclamé les travaux et les nouvelles percées scientifiques. On a le sentiment que les savants d'hier, comme les chercheuses et les chercheurs d'aujourd'hui, s'en remettent à la bonne fortune en somnolant sous un pommier en attendant la chute d'un fruit pour leur révéler les lois de l'univers, hein, alors qu'on sait bien que l'interprétation de ces chutes-là demande un petit peu plus de formation et de, et de travail. Mais bon, vous nous direz peut-être, Monsieur Goldstein, tout à l'heure, ce qui en est de ce hasard dans la découverte de la méthode d'Otton-Séan, donc des boîtes quantiques par croissance épitaxiale que vous avez réalisée au milieu des années 80. Toujours est-il que pour Jean-Yves, la participation à cette recherche initiale, dont me semble-t-il, mais là aussi vous nous le direz, l'importance n'a pas été tout de suite reconnue, mais c'est aussi un signe aussi d'un certain nombre de travaux scientifiques, marque une première étape brillante, suivie par la soutenance de sa thèse de doctorat sur, je cite, les effets des déformations sur les propriétés optiques des super réseaux contraints à base de semi-conducteurs 3,5. Voilà. Puis par de premières prises de responsabilité au CNET, celle d'un groupe de recherche, tout d'abord, optique, physique et microstructure, et plus tard, celle du département dispositifs quantiques optiques en 1994, l'année où a été publié dans les Physical Review Letters l'article qui continuait de faire la fierté de Jean-Yves, bien plus tard encore, dans les Échos, hein, au moment où il a pris la direction de l'INSIS, et sur lequel, d'ailleurs, l'un de ses auteur, hein, Jean-Michel Gérard, que vous entendrez, je crois, aussi tout à l'heure, est revenu récemment dans un article, je fais un peu de pub pour un collègue que je ne connais pas encore, j'aurai le plaisir de rencontrer tout à l'heure, dans un article absolument top dans la revue Photonique avec une analyse vraiment passionnante. Donc, je peux que vous encourager à le lire. C'est toujours un peu agaçant, en fait, pour les historiens de voir comment les physiciens parviennent à écrire un article historique de grande qualité, parce que dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins bien pour sûr. Alors, l'histoire, justement, continue de s'écrire au milieu des années 90, histoire scientifique, avec pour l'équipe de Bagneux des études d'électrodynamique quantique, hein, sur les boîtes quantiques dans des microcavités optiques semi-conductrices, histoire technologique et par la suite industrielle, avec la reconnaissance, après l'exploration d'autres méthodes depuis le milieu de la décennie précédente de l'auto-assemblage en cours de croissance épitaxiale, comme celle qui est privilégiée pour la fabrication des boîtes quantiques, et puis histoire institutionnelle, hein, on va dire, pour Jean-Yves, qui va bientôt prendre la direction du L2M, du CNRS, un laboratoire qui abritait alors la première centrale de micro et nanotechnologie d'établissement et dont l'opportunité d'un rapprochement avec le CNET a été reconnue dès 1997 dans l'optique, si on peut dire, de créer un nouveau laboratoire donc de photonique et de nanostructure, le LPN, qui a vu le jour à Marcoussis en 2001. Alors vous allez me dire que ce délai de 4 années entre l'idée initiale et l'inauguration du laboratoire n'est pas mince. Bon, déjà, on a vu pire, voire bien pire et plus long, mais le LPN formait un projet immobilier quand même absolument considérable pour l'époque, hein, avec entre autres 1000 mètres carrés de salles blanches. Il fallait bien sûr aussi organiser le déménagement des équipes de Bagneux et puis également la réunion de deux cultures scientifiques et technologiques qui n'étaient pas forcément compatibles séance tenante. Alors bien sûr, comme chacun sait, la communauté scientifique n'a toujours été portée à travers l'histoire que par le souci généreux du progrès des connaissances, loin de toute considération de rivalité, d'intérêt ou de pouvoir, hein. C'est bien ça et ça le reste aujourd'hui encore, évidemment. Mais ça n'interdit pas les frottements et ça a en effet un peu frotté autour de Jean-Yves, d'après ce qu'il m'a dit, entre Bagneux et Marcoussis au cours de cette période. On peut toutefois mettre ces frottements en perspective en retournant par exemple vers les pères fondateurs du CNRS et en rappelant ce que Jean Zay avait écrit en avril 1942 au fond de cette prison où le régime de Vichy le retenait captif et en se remémorant tous les efforts qu'il avait dû déployer avec Jean Perrin pour parvenir à la création 3 ans plus tôt du CNRS. Voici ce qu'écrivait notre grand ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay: quand les hommes sont habitués à travailler à l'écart les uns des autres, il est malaisé de les rapprocher. Leur collaboration loyale suppose de petits sacrifices d'amour-propre, des concessions mutuelles, une confiance réciproque qui ne naissent point naturellement.
Je peux d'ailleurs que vous encourager à lire les mémoires de Jean Zay. Elles vous en apprendront beaucoup sur les origines du CNRS et aussi de manière plus large sur les grandeurs et les moins grandeurs, ou voire les bassesses de la nature humaine. Bon, alors au-delà de cette collaboration loyale qu'il est finalement parvenu à susciter, du laboratoire qu'il a réussi à mettre sur pied, puis à diriger jusqu'en 2011, hein, quand même, Jean-Yves a d'ailleurs continué de se frotter à cette nature-là au sein d'instances nationales et internationales. Ça a été évoqué, hein, ces années 2000 ont en effet été en quelque sorte la troisième phase de l'histoire des nanosciences et des nanotechnologies, hein, la troisième vague en France, en Europe et bien au-delà, une phase de structuration dans laquelle Jean-Yves a été un acteur vraiment majeur, hein. J'ai tenté de dresser la liste des opérations qui ont été lancées à l'époque, on passerait la journée rien qu'à les évoquer, et même seulement d'ailleurs à tenter de percer les mystères de leurs innombrables acronymes, hein. On va pas le faire, mais pour rappel quand même, Jean-Yves, tout en assurant donc la direction du LPN, a été propulsé d'abord au comité de direction du programme interdisciplinaire de recherche nanosciences, nanotechnologies lancé par le CNRS, au comité de coordination du programme national nanosciences, donc associant le ministère de la Recherche, le CNRS, le CEA, et au début, ça n'a pas été mentionné tout à l'heure, mais je le rappelle aussi, la délégation générale pour l'armement, hein, la DGA était aussi dans la boucle, et puis encore à la présidence du comité d'évaluation d'un programme national en nanosciences et nanotechnologies qu'a lancé en 2005 un tout nouvel acteur de paysage scientifique en France à cette époque-là, qui s'appelait l'ANR, venait de voir le jour, qui a été confirmé en 2006. Donc l'ANR fête cette année ses 20 ans. Joyeux anniversaire. Et puis en parallèle, c'est constitué un réseau de centrales en micro et nanotechnologie avec les centrales dites de proximité, puis ces 5 grandes centrales, hein, vous connaissez évidemment Grenoble, Besançon, Lille, Toulouse et en région parisienne autour de ces 2 laboratoires frères, si j'ai bien compris, à l'époque qui étaient le LPN et l'IEF. Et puis on n'oublie pas aussi ces centres de compétences qui ont vu le jour, ces nanos, au même moment, le tout arrosé par l'Europe, hein, qui avait un peu raté le coche dans son 5e PCRD, qui s'est rattrapé dans le 6e avec une priorité nanosciences dotée de 1,3 milliard d'euros. C'est vrai, aujourd'hui, ça vous semble pas beaucoup, c'est tellement d'argent qui tombe sur la recherche que ça semble pas beaucoup. Mais là, 1,3 milliard à l'époque, c'était énorme. Et puisqu'au milieu de tout cela, Jean-Yves avait encore du temps libre, la nuit, entre 3 et 4 heures du mat, il s'est dit, bah, tiens, pourquoi ne pas lancer une nouvelle opération de fusion de laboratoire, puisque la précédente m'a procuré tant de bonheur et d'amitiés nouvelles et durables au sein de la communauté. Et c'est donc à ce moment-là, entre 2006 et 2007, qu'est lancée cette, comment on va dire, promenade de santé, qu'a été la création du C2N. Donc cette promenade-là, pas mal d'entre vous l'ont vécue, elle a été pas mal évoquée aussi tout à l'heure. On va pas y revenir, je vais pas y revenir, il va falloir attendre que toutes les archives soient rendues accessibles pour faire un véritable travail d'historien, celles qui n'ont pas été brûlées, évidemment, voilà, et en démêler toutes les ficelles. Et comme la coutume s'est désormais installée quand même dans pas mal de laboratoires du CNRS de célébrer leur jubilé, moi je vous propose de faire de même en nous donnant rendez-vous dès à présent, ici même, pour fêter les 50 ans du C2N le 1er juin 2066. Voilà. En attendant, et pour finir, car j'avais promis de parler moins d'une demi-heure, je ne sais pas où j'en suis, j'espère que je n'ai pas encore mordu dessus, je ne veux pas trop déborder, c'est un autre jubilé que j'aimerais évoquer, celui des sciences de l'ingénierie au CNRS, dont Jean-Yves a assuré la direction à partir de 2013, trouvant là un poste d'observation et d'action surtout, de premier choix pour contempler et accompagner, entre autres, hein, parmi tous les autres projets évidemment, la naissance du C2N, évidemment, les autres projets, j'en parlerai pas aujourd'hui, parce qu'en effet, on en a parlé aussi récemment avec Lionel Buchaillot. Cette année 2025 marque les 50 ans de la reconnaissance des sciences de l'ingénierie au CNRS au travers d'un département scientifique à l'époque qui a vu le jour donc en 1975 à l'initiative de plusieurs personnalités, dont le directeur de la physique au CNRS de l'époque qui s'appelait Robert Chabal, hein, et puis le directeur du LAS de Toulouse, Jean Lagasse, département qui s'appelait alors SPI, Sciences physiques pour l'ingénieur, qui a évolué ensuite pour devenir les sciences pour l'ingénieur. Ça restait toujours SPI, mais sciences pour l'ingénieur, puis l'UNSIS, hein, sous la direction de Jean-Yves, et aujourd'hui donc CNRS Ingénierie, sous la férule de Lionel. Alors pour ma part, c'est autour de cette histoire-là
une histoire qui n'a pas été linéaire, une histoire qui s'est longtemps écrite en filigrane, hein, car il y avait en réalité dès l'origine des labos qui faisaient de l'ingénierie au CNRS, mais sans pouvoir ouvertement le revendiquer. Une histoire qui n'a pas été simple non plus, hein, car le CNRS a mis longtemps à reconnaître la place de l'ingénierie parmi les domaines scientifiques établis et consacrés, hein, aux yeux de Jean Perrin et de plusieurs de ses successeurs. Hein, tout ce qui relevait de l'ingénierie devait obligatoirement aller vers l'industrie, n'avait pas sa place au CNRS, a toujours été visionnaire sur tous les points, sans attenter évidemment à son illustre mémoire, notre père fondateur, une histoire qui a même parfois été explosive, puisqu'au début des années 90, encore ce département se sentait si mal considéré au CNRS qu'il a tenté de faire sécession, hein, on en avait parlé récemment, en créant à côté du CNRS un nouvel organisme, hein, scientifique, hein, ça tombe bien, on n'en a jamais assez en France, alors qu'il y a plein de plus, mais une histoire captivante, car elle a fait bouger bien des lignes au CNRS. Et donc, autour de cette histoire-là, que j'ai eu le bonheur de travailler avec Jean-Yves, il tenait en effet à ce qu'elle soit évoquée et discutée, en particulier avec les jeunes recrues qui rejoignaient chaque année l'INSIS, afin de leur fournir d'emblée une sorte de mise en perspective de leurs nouvelles fonctions, de leur montrer qu'elles s'inscrivaient, qu'ils devaient évidemment être tournés vers l'avenir, mais qu'elles s'inscrivaient aussi dans le prolongement d'une aventure marquée par de très beaux succès, mais aussi par des débats intenses, par des frottements, encore une fois, et qui s'étaient écrites parfois avec, comme disait Churchill, du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Et c'est là où, pour ma part, dans ce que je pensais pourtant être ma zone de confort, hein, c'est le passé, ou c'est l'avenir, moi, c'est le passé, que j'ai pu mesurer en fait le degré d'exigence de Jean-Yves, car à défaut de sang, quand même pas, hein, mais ça m'a coûté quand même pas mal de labeur, de larmes et de sueur pour parvenir à un exposé à peu près à la hauteur de ses attentes, à la hauteur du message en fait qu'il voulait faire passer chaque année aux jeunes recrues qui rejoignent et poursuivent l'aventure de ce bel institut auquel il était extrêmement attaché. Un message que nous continuons désormais à porter, à peaufiner chaque année avec Lionel. Mais en fait, Jean-Yves reste quand même assez particulier. Cette exigence, je l'ai mesurée, puisque tout le monde a donné des anecdotes personnelles. Je l'ai mesuré, moi, à ce jour, il reste quand même le seul directeur d'institut parmi le collège de direction du CNRS à avoir bondi un jour en plein exposé, alors qu'un passage un peu trop approximatif que je mentionnais avait été épinglé par un participant pour me lancer. Ben, paf, celle-là, je te l'avais juste bien dit. Et j'avais le juste aussi dedans, toutes les prises en pleine tête. Bon, voilà. Donc, en effet, cette approximation, ah oui, en pleine tête, hein, voilà. C'est assez brutal parce qu'en histoire, on n'est pas forcément très tendre, mais on joue plus dans le feutré. Donc, j'avais, voilà, un petit peu surpris par cette réaction. Mais c'est cette anecdote personnelle que je vais, qui me permet de terminer cette présentation qui prétendait ni à l'exhaustivité, ni à une très grande structuration, mais plus modestement à participer à cet hommage que vous rendez aujourd'hui à Jean-Yves. Je tiens à remercier une nouvelle fois Giancarlo, Ariel aussi, pour votre invitation. Le parcours de Jean-Yves, il s'inscrit quand même à l'intersection de plusieurs histoires qui se coupent, se recoupent, hein. C'est l'histoire des sciences, l'histoire des institutions de recherche, une histoire de politique scientifique, hein, en France et à l'international. Et il a beaucoup œuvré également, comme vous le savez, à l'international. Et puis, bien sûr, avant tout, une histoire humaine avec ses forces, mais aussi avec on l'a évoqué, ses frottements, hein. Et c'est sans doute le plus bel hommage, je pense, qu'on peut rendre aujourd'hui au-delà de cette journée à Jean-Yves, c'est de continuer à écrire cette histoire avec la même habilité, la même détermination, les mêmes ambitions, et puis surtout, n'oublions pas le même humour que lui-même a montré jusqu'au dernier jour de sa vie, et je vous remercie beaucoup.